Bonsoir, merci de votre présence ce soir pour ce webinaire des cahiers pédagogiques consacré à notre dernier numéro. C'est le numéro 582 qui a pour titre «L'humour à l'école». Je vous rappelle que nos webinaires sont d'accès libre sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous aider à continuer en likant cette vidéo, en vous abonnant à cette chaîne, en adhérant, en vous abonnant à nos revues, en achetant nos publications. Vous pouvez également faire des dons ponctuels en vous rendant sur notre site cahierpédagogique.com. Une fenêtre s'ouvrira. Je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et responsable des webinaires. Celui-ci, je vais donc le présenter. Le chat sera scruté par Ben Aïda. Bonsoir Ben. Bonsoir, Ben Aïda. Oui, je suis membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Je suis aussi professeur des écoles, formateur à Carcassonne. Voilà, ben, je vous attends effectivement dans le chat pour vos questions et vos commentaires. Voilà, Assa sera là aussi, Sagori, il fera une synthèse du chat qui sera mise en ligne sur notre site en même temps que cette vidéo, certainement demain, je pense. Bonsoir Assa. Bonsoir. Donc, membre des cahiers pédagogiques, enfin, CRAP cahiers pédagogiques et professeur en lycée dans la région Rhône-Alpes. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir les deux coordinatrices de ce dossier, une autrice, un auteur, et commençons tout de suite. Bonsoir Aurélie. Bonsoir, donc Aurélie Privé, je suis professeure de SVT dans les Alpes et voilà, membre des cahiers pédagogiques depuis quelques années maintenant. Alors Aurélie, faire rire à l'école, c'est quand même une curiosité. Une curiosité. Moi, j'ai jamais voulu faire rire mes élèves. Quelle est donc l'origine de ce dossier? Alors, ce dossier a trouvé son origine il y a à peu près 2 ans maintenant, quand Dominique et moi avons été sollicités pour un atelier, animer un atelier qui se déroule tous les étés, puisqu'il y a des rencontres d'été au CRAP fin août chaque année. Et nous avions pour mission d'animer un atelier autour de l'humour à l'école, apprendre l'humour, enseigner avec humour. Et nous n'étions absolument pas spécialistes, hein, ni l'une ni l'autre. Donc, il y a eu un gros travail de lecture pour se documenter, pour essayer de trouver une définition à cet humour. À faire l'état de l'art, hein, qui n'a pas été évident sur ce sujet parce qu'il n'y a pas beaucoup de publications. Et puis à mêler nos regards, puisque Dominique est professeure de lettres, elle va se présenter, et moi, professeure de sciences, voilà. Et nous avons décidé de donner une coloration un peu optimiste à ce dossier, sachant qu'il avait aussi quand même dans un coin pour terreau les difficultés à utiliser les caricatures et bien sûr l'assassinat de Samuel Paty. Voilà. Oui, je vous rappelle aussi que en fait, le dessin humoristique fait partie des cahiers depuis des années, des décennies, puisque chaque dossier, chaque cahier contient peut-être pas 10, mais enfin pas loin, je crois que c'est 8, 8 dessins par divers dessinateurs, dont Fabrice R. Et également le regretté Charb qui a longtemps dessiné contre quelques bouteilles de vin dans les cahiers pédagogiques. Bonsoir Dominique. Bonsoir, donc je suis Dominique Seguetchian, heureuse retraitée. J'étais professeure de lettres en collège, enfin, j'aime pas dire de lettres, professeur de français en collège. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Oui, je n'aime pas dire professeur d'éducation musicale, je préfère dire professeur de musique, retraité aussi d'ailleurs. Bon, donc, ne faisons pas d'humour sur la retraite actuellement. Donc Dominique, comment est organisé ce dossier? Alors, ce dossier comporte 3 parties, pas forcément égales. La première partie est consacrée à l'humour pour enseigner et pour apprendre. Ça commence un petit peu par quelques articles pour conceptualiser de quoi on parle, en prenant en compte la dimension physiologique grâce à la contribution d'un kinésithérapeute. Tous les articles sont centrés sur des pratiques. Ils montrent son impact sur la motivation, la mémorisation. Et après, on enchaîne avec des articles plus sur les différentes disciplines, différents
niveaux de l'institution scolaire. On a de la maternelle à l'université, véritablement, au lycée professionnel. Je pense que tous les secteurs sont largement représentés. Le français langue maternelle, le français langue étrangère. La deuxième partie, c'est apprendre l'humour, qui est ouvert par un article d'un auteur ici présent, Laurent. Et on termine par des articles plus en lien avec le climat scolaire dans la classe, mais on élargit dans l'établissement et y compris, on peut tester l'humour de chef d'établissement. Bon, on a eu au cahier pédagogique des chefs d'établissement maintenant retraités, des chefs de ZFE d'ailleurs, qui maniaient l'humour de façon redoutable. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir 2 auteurs et autrices. Donc, on va commencer par Elena Pavel. Bonsoir Elena. Bonsoir, donc Elena Pavel, je suis professeure d'histoire-géographie en collège, en éducation prioritaire et en région parisienne. Voilà, Elena, tu écris un article qui porte le titre de Charlie et ses drôles de dessins, évidemment. Charlie renvoie à Charlie Hebdo et de l'usage des caricatures en cours. On sait malheureusement combien des caricatures qui doivent faire rire ont pu avoir des destins tragiques depuis une dizaine d'années. Quelles précautions a utilisé les caricatures en classe? Alors, il y a plusieurs niveaux de précaution. Le premier, déjà, c'est l'usage de la caricature. Faut vraiment se poser la question d'une simple illustration en histoire-géographie par une caricature, ou alors si ça va devenir un support d'analyse, déjà pour commencer. Ensuite, il faut avoir une bonne méthode d'analyse si c'est un support pédagogique. Et puis pour finir, le contexte de classe, on en reparlera, je pense. Connaître ses élèves, connaître la classe. L'humour est quand même quelque chose de très culturel, il faut faire attention. Et donc, est-ce que cet humour, finalement, est compréhensible par tous? Tu peux peut-être donner des exemples de ce que tu écris? Dans l'article, par Dans exemple? l'article, oui, oui. Oui, c'est ce que j'explique, c'est que en fait, pendant longtemps, nous, professeurs d'histoire-géographie, on a utilisé la caricature vraiment comme une illustration de nos cours, en fait, et pas forcément comme un document d'analyse. Ça le devient de plus en plus, en fait, parce on par le programme d'EMC, et beaucoup d'enseignants d'histoire-géo font aussi de l'EMI, de l'éducation aux médias et à l'information. Et donc, on va utiliser les caricatures pour expliquer la liberté d'expression, le problème du blasphème aussi, qui n'existe pas, par exemple, en France, etc. Et donc, tout ça, en fait, ça demande aussi pour les enseignants une formation. Et ça nécessite d'avoir des enseignants qui sont bien armés aussi sur des questions plus vagues autour de la caricature, comme le droit, la liberté d'expression, la liberté de la presse ou la laïcité. Si je peux me permettre, on peut faire le lien avec un autre article qui se trouve dans le dossier, l'article de Yannick Mével, justement autour de la formation des professeurs d'histoire-géographie. Et ça fait bien apparaître tous les questionnements que se posent les futurs professeurs d'histoire-géographie. Oui, Yannick Mével est directeur des publications des cahiers pédagogiques et il manie l'humour régulièrement, fanatique d'Astérix, disons-le. Voilà. Je vous rappelle que ce webinaire n'a pas pour but de traiter de façon exhaustive le sujet de l'humour. Évidemment, tout notre dossier, le dossier que Dominique et Aurélie ont coordonné, contient une trentaine d'articles, plus ceux qui sont sur le site, une cytographie, etc. Donc, n'hésitez pas à vous y référer et à vous abonner ou à acheter la publication. Laurent Couliard, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis professeur des écoles et je suis formateur à Saint-Étienne, sur le site de l'INSPE à Saint-Étienne. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui rentre dans un café et plouf. Ouais, c'est un petit peu plus léger par rapport à Elena. Je suis désolé, on n'est pas sur le même registre. Moi, j'ai beaucoup ri en lisant l'article. J'ai imaginé des situations qui devaient être très, très drôles. Vraiment. Il y en avait effectivement. Pour la petite histoire, c'est une expérimentation que j'ai tentée en classe. J'étais professeur des écoles dans une classe de CM1, CM2. Après avoir vu mon fils dévorer un livre de blagues et surtout le consulter à la lampe de poche pour ses 10 ans,
Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser. Et donc, j'ai constitué un corpus de blagues avec une collègue, d'ailleurs, que je salue, Florence Noilly. Il y a 350 blagues. Et je les ai testées auprès de mes 2 enfants, il y a 15 ans maintenant. Et progressivement, j'ai mis ce rituel en place, une blague par jour. Et je me suis rendu compte de toute la richesse. J'avais fait ça vraiment dans un esprit léger de climat de classe, simplement. Et puis, je me suis rendu compte quand même que ce n'était pas si simple. Et de fil en aiguille, je le détaillerai peut-être tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il y avait un apprentissage de comment on fait pour comprendre les blagues derrière cette activité. C'est-à-dire que quand les élèves arrivaient en classe, tu ne leur disais pas la blague était affichée, ils devaient la lire, c'est ça? Ouais, c'est ça. La blague était affichée pendant une journée, notamment le matin lors de l'accueil, à la sortie de récréation à 13h30. Et en début d'après-midi, il y avait un temps justement d'explicitation de la blague. Est-ce qu'à l'origine, c'est quoi la volonté originelle? C'est détendre les élèves quand ils arrivent en classe? C'est un moment ou est-ce que dès le début, tu t'aperçois qu'il y a un potentiel pédagogique fort? Parce qu'effectivement, au-delà de l'humour qu'on retrouve dans cet article, on sent bien qu'il y a un potentiel pédagogique extraordinaire derrière. Ouais. Il y a d'abord l'idée d'un climat de classe léger, de commencer, les élèves commencent la journée en lisant et en rigolant. Et le potentiel pédagogique, je le sentais puisque je vous dis, mon fils qui n'était pas forcément lecteur, qui lisait en cachette le soir à la lampe de poche son recueil de blagues, je me suis dit, il y a quelque chose quand même. Et vraiment, il me semble que sur le plan de la compréhension, la didactique de la compréhension a beaucoup avancé ces dernières années, il y a une activité qui est riche, qui permet vraiment de travailler des compétences, des procédures, des stratégies qui permettent de mieux comprendre. Oui. C'est-à-dire, en gros, on vous parle maintenant de didactique et de stratégie, alors que vous êtes là pour venir entendre de l'humour à l'école. Donc, c'est mal barré, ce webinaire. Ben, tu es dans le chat. Alors, moi, je salue votre boulot à ça et toi, tout ce que vous mettez comme référence. Tu viens même mettre, je crois, c'est toi, 350 blagues, blabla, etc. Bon, est-ce qu'il y a déjà des réactions? Non, toujours pas de réaction, donc n'hésitez pas à intervenir. Je rappelle simplement que les articles, on met les liens, hein, on vous met les liens pour les articles, simplement, voilà, ils sont réservés aux abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les Voilà. articles, pour acquérir ce contenu formidable. Et n'hésitez pas non plus à mettre des blagues, hein, qu'on puisse. Pourquoi pas cette fois-ci? On vous montrera un ou deux dessins. Un dessin qui est malheureusement devenu tragique depuis, et un dessin qui est très drôle. Voilà, Dominique, finalement, il faut quand même saisir d'abord ce concept d'humour, tant il est protéiforme, et c'est d'ailleurs le premier article du dossier, c'est ça, le problème de l'humour, quoi. Qu'est-ce que c'est que l'humour et qui n'a pas la même résonance d'un pays à un autre, d'une culture à une autre, d'une génération à une autre, etc., etc. Et même le sens que le mot prend dans le langage quotidien, ça l'associe souvent au rire, et dans les faits, pour construire le dossier, on a été amené à rechercher, à être beaucoup plus précis dans notre définition. C'est l'objet en fait de l'ensemble des premiers articles. Le concept d'humour, ce qui nous a semblé intéressant, c'est d'abord ce que montre l'étymologie, c'est en lien avec l'humeur, les sentiments, les affects. Ne pas le confondre avec le comique, parce que le rire n'est pas forcément la finalité de l'humour. Et on a le lien avec les affects. C'est très important au niveau pédagogique parce que ça peut expliquer pourquoi il faut être particulièrement vigilant pour que notre humour ne fasse pas perdre la face à un élève qui en ferait les frais. On a retenu essentiellement l'idée que l'humour, c'est l'association d'idées contradictoires, de situations qui sortent, avec des situations qui sortent de l'usage commun. Pour que ça fonctionne, il faut malgré tout un cadre de référence commun, et c'est
tout le problème, par exemple, de l'interculturalité. C'est un acte de communication qui est adressé à quelqu'un avec lequel on est en relation. Et c'est un art du décalage, de l'incongruité qui amène à le rapprocher, par exemple, de la conception oulipienne de la poésie. Voilà. Et à insister aussi sur une dimension qui est vraiment la dimension bienveillante, le rire avec et non pas rire de. Et on a par exemple l'article de Gwen Le Guével, C'est pas drôle, qui est vraiment centré sur cet aspect-là. Oui, parce que rapidement, quand on cherche à définir l'humour en tout cas et qu'on voit qu'il y a diverses définitions, on se pose la question de l'humour en classe et on en arrive assez rapidement à l'idée que, comme tout outil pédagogique, pour utiliser l'humour en classe et atteindre nos objectifs, en tout cas, qui peuvent être multiples, dont on peut pouvoir reparler, il va falloir qu'on se mette des règles parce que toutes les formes d'humour ne sont pas acceptables à l'école. Et donc, on arrive rapidement à cette conclusion. Ce ne sont pas des règles qui sont les règles pour faire de l'humour, c'est en fait un cadre de classe qui permet une parole qui elle-même n'est pas agressive envers les membres de la classe, qui ne n'humilie pas, comme tu disais, Dominique, on ne rit pas d'eux, mais avec. Et en réalité, il n'y a pas des règles de classe particulières pour l'humour, c'est simplement le cadre posé permet cela. Tout à fait. Un cadre de respect des individus, voilà, puisque l'humour peut être utilisé par le professeur et c'est vrai que ça pourrait être un humour qui pourrait être humiliant, voilà, qu'il faut absolument s'interdire. L'humour répond aux mêmes règles du vivre ensemble que le reste. Oui, voilà. Tu citais C'est pas drôle, donc de Gwenaël Le Guével, qui est le président du CRAP Cahier Pédagogique et tout. Et j'ai une colère, j'imagine que beaucoup d'enseignants ont ressenti ça sur ce film Les SECPA qui est sorti et qui était d'une humiliation extraordinaire envers des adolescents et des enfants qui ont tellement de mal à se construire. Voilà. Typiquement, l'humour à proscrire et à combattre même au sein de l'éducation nationale. Elena, moi j'ai tendance, je suis un ancien rugbyman, je suis un musicien, donc dans les répétitions, on fait beaucoup de traits d'humour. J'ai une tendance à la plaisanterie facile et j'adore quand on plaisante sur moi. Je me dis, oh zut, celle-là, j'aurais bien voulu la faire sur. Est-ce que c'est un trait de personnalité ou un geste professionnel que d'utiliser l'humour en classe? J'ai l'impression que tu vas me répondre les deux, mon général. Alors, pas les deux. Ah bon. Je suis bien tentée, mais je vais dire entre les deux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Dominique, tout à l'heure, a parlé d'art, et je pense qu'on n'est pas tous artistes, on n'a pas tous des vocations à être artistes. Donc, en fait, déjà, il ne faut pas se forcer. C'est, je pense, le meilleur moyen de rater sa blague, c'est d'essayer d'être drôle sans en avoir forcément ni l'envie, ni l'habitude. Donc là, on est plutôt dans la personnalité. Hein. Si vous avez une personnalité peut-être un peu rigide ou un peu aride, les élèves le sentent aussi et ça passe difficilement. Et en même temps, il y a quand même une idée de geste professionnel. Hein. C'est ce qu'a expliqué Aurélie. La classe s'y prête, évidemment. Elle a très bien expliqué les règles et au-delà des règles à ne pas dépasser, il y a aussi tout simplement le fait qu'on ne plaisante pas avec ses élèves comme on plaisante avec ses amis, puisqu'on est dans un cadre professionnel et qu'il y a des blagues, au-delà de rire d'eux ou rire avec, il y a aussi tout un type d'humour, peut-être l'humour très noir, l'humour potache, l'humour pas drôle ou qui attaque des communautés, etc., qui doit rester en fait en dehors de la salle de classe. L'humour grivois, l'humour grivois, exactement. On a une grande habitude de l'humour grivois en France. Je ne sais pas si les autres pays les ont d'ailleurs. Je ne sais pas si, mais voilà, c'est le genre d'humour qu'il faut typiquement éviter. Comme on éviterait toute situation ou toute remarque sans être drôle, même grivoise. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même des élèves qui sont des enfants ou des adolescents. Donc, c'est un humour, on exerce un trait de personnalité, mais dans un cadre professionnel. Je crois que c'est vraiment entre les deux. Il faut respecter les deux. Et il est hors de question de faire croire aux élèves qu'ils sont nos camarades parce qu'on fait de l'humour avec eux.
l'humour, ce n'est pas forcément une mise à égalité de ce côté-là. Ça, oui. Comme l'expliquait Laurent, c'est une pratique pédagogique. Et à partir de là, il y a une transmission. Quand il met des blagues chaque jour, il y a aussi l'idée d'éduquer à l'humour, mais il le fait de manière intelligente et fine. Et on n'est pas là ni pour devenir, nous, l'objet de l'humour en étant une espèce de bouffon au sens médiéval du terme, ni non plus pour gagner leur sympathie, ça c'est sûr. Il y a un très bon article dans les cahiers pédagogiques de Marie Beretti, justement, sur cette asymétrie, symétrie, et je pense qu'il éclaire bien ce que vient de dire Elena. Oui. Dominique, pardon. Juste, moi, je pense à l'article de Marie Beretti, il y a également celui de Romain Cordier. Les deux sont proches l'un de l'autre. Dans la troisième partie, celle sur le climat de classe. Et ce qui est vraiment intéressant dans l'article de Marie Beretti, c'est qu'elle elle pose l'axe vertical un petit peu et asymétrique de la relation qui est indispensable pour qu'il y ait un acte éducatif, mais également une forme de symétrie, d'horizontalité que l'enseignant peut choisir. Il n'y a pas d'obligation pour rentrer dans une symétrie pédagogique, donc facultative. Et puis, il y a également une symétrie qu'elle qualifie de démocratique, parce que nous sommes entre personnes qui ont la même valeur, que nous soyons adultes ou enfants. Et je pense que c'est la façon dont on se positionne, dont on jongle avec tout ça, qui fait qui permet de définir un humour éducatif. Oui, ne pas oublier qu'on est là pour faire apprendre quelque chose, quoi. Enfin, plus exactement, que les enfants sont là, les élèves, pardon, sont là pour apprendre quelque chose. J'en profite pour dire que vous remarquez qu'on est tous là, les 4 participants au dossier, Ben, Assa et moi-même, nous sommes tous des praticiens de l'enseignement. C'est un webinaire où il n'y a pas de chercheurs, où il n'y a pas d'universitaires. Et vous pouvez écrire également dans les cahiers pédagogiques, proposer des articles en regardant nos appels à contribution. Et tu as cité Romain Cordier, qui écrit relativement régulièrement dans les cahiers, que je lis avec d'autant plus de sympathie qu'il a écrit son premier article avec moi il y a une dizaine d'années, peut-être pas autant quand même, mais 7 ou 8 ans, sur un dossier qui avait trait à l'art à l'école. Voilà, c'est toujours, ça permet une réflexion aussi personnelle sur une mise à distance sur ce qu'on fait et avoir l'avis de quelqu'un qui est en face et qui travaille l'article avec vous. Laurent, je voudrais bien que tu, avant de parler donc des compétences qui peuvent être développées chez l'élève par l'humour, je voudrais bien que tu racontes la blague du fou qui tourne autour d'une plaque d'égout en disant 33. Le fou qui tourne autour de la plaque d'égout qui est ouverte, c'est important, Oui. là, Oui. 33, 33, 33, et il y a quelqu'un qui s'approche, Jean-Charles s'approche pour lui demander, par exemple, à tout hasard, et au moment où il s'approche, le fou pousse Jean-Charles dans la bouche d'égout et tourne et continue 34, 34, 34, 34. Voilà, sauf que ça ne marchera pas parce que les gens qui me connaissent savent que je ne passerai pas dans la bouche d'égout. Voilà, c'est une question de volume et de quadrature du cercle. Donc, quelles compétences vois-tu se développer par l'humour chez les élèves? Alors, il y en a plusieurs. Par exemple, pour cette blague, il est nécessaire de se faire une représentation mentale. Ce qui va déclencher la compréhension, c'est la représentation mentale. Pour d'autres, j'ai vu dans le chat, tu as mis tout à l'heure, on ne dit pas la maîtresse d'école, on dit la maîtresse prend l'avion. C'est un jeu de mots. Donc, ça repose sur un jeu de mots. Ça peut être la polysémie, par exemple. Les voleurs ont tout pris dans la maison, sauf la brosse à dents. Les sales voleurs. La polysémie du mot. Sur la polysémie, il peut y avoir des jeux de mots encore un peu plus poussés. Zoé, pourrais-tu me dire ce que c'est qu'un oiseau migrateur? Oui, je peux vous le dire, monsieur, c'est un oiseau qui se gratte d'un seul côté. On est toujours sur le lexique. Après, il y a beaucoup de blagues qui reposent sur des inférences. C'est-à-dire qu'il manque une pièce, il manque. Et quand, par exemple, le titre, tout à l'heure avec Elena, on l'a mesuré, c'est un homme qui rentre dans un café, plouf. Il faut se faire à la fois une représentation mentale et puis combler le blanc qui n'est pas dans la blague.
Elena le disait, la blague repose beaucoup sur des éléments qui sont culturels. Alors culturels liés au capital qu'on peut avoir. En quelle année a eu lieu l'invasion des Huns? Alors, si je vous dis 1111, ce ne sera peut-être pas très drôle, mais si je vous écris 1111, ça sera déjà un petit peu plus drôle. Sauf que si on n'a pas la référence culturelle des Huns, on ne trouve pas très drôle cette blague. Donc, tout ça pour vous dire que si on n'accompagne pas l'élève, tous ne vont pas accéder à la compréhension. Donc, il va être nécessaire. Il y a il me semble important quand on met des blagues en place en classe, à tous les niveaux, hein, on peut commencer au cycle 2, et je pense qu'au collège, on peut continuer, de faire deux choses. La première, c'est de laisser les élèves se raconter la blague. Parce que quand on voit écrit la maîtresse, on ne dit pas la maîtresse d'école, on dit la maîtresse prend l'avion, c'est pas drôle. Alors que quand on se le raconte, c'est déjà un petit peu plus drôle. Et puis la deuxième chose, ça va être… Ouais. Quand les élèves arrivent, donc, la blague est affichée à l'entrée de ta classe, de ta salle, enfin de la salle dans laquelle ils vont, parce que ce n'est pas la tienne, elle appartient à la République. Et ils lisent donc la plaisanterie, et ensuite ils vont se la raconter, ils vont se l'expliquer, ils entrent en communication. Il y a vraiment j'ai une petite captation vidéo de ce moment qui est intéressant parce que là c'est le lâcher prise de l'enseignant. Il faut les laisser discuter. Il faut les laisser discuter. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que tous n'accédaient pas à la compréhension. C'est-à-dire qu'en début d'après-midi, après qu'ils soient passés 2 fois, au moins 3 fois devant la blague, il était nécessaire de les accompagner. Je demandais après qui était prêt à la raconter. Et puis après, on décortiquait la blague. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être pas très drôle de décortiquer une blague, on perd l'aspect spontané. Sauf que si on veut que les élèves accèdent à cette compréhension, il va y avoir un travail à faire pour les accompagner. On voit vraiment les élèves les plus fragiles là, qui ont du mal à comprendre. Et en pratiquant quotidiennement cette blague, on se rend compte quand même, quand on est explicite, que les élèves arrivent à acquérir la compréhension de la blague. Et le moment vraiment qui est fabuleux, c'est le moment, non pas où on va rigoler, parce qu'on a le droit de ne pas rigoler à toutes les blagues, mais c'est le moment où on comprend la blague. Tout à l'heure, Elena n'a pas rigolé, mais il y a eu le Eureka. Eureka, j'ai compris. Oui, et elle nous a dit « je viens de comprendre ». Voilà. Et c'est vrai que ce sont des très très beaux moments. On n'explique jamais un contre-P. Bon, on ne fait pas de contre-P en classe, sauf si vraiment ils sont sophistiqués et qu'ils n'ont aucune chance d'être compris par les élèves. Mais il y a des blagues qui sont réputées qu'on n'explique pas, quoi. Est-ce que tu sens une évolution de tes élèves au fur et à mesure de l'année, ou parce que tu les fais entrer comme ceci dans une autre dimension du langage? Oui, complètement. Le fait de pratiquer un rituel, moi en plus je gardais les élèves 2 ans, donc j'avais un corpus de 350 blagues, il y avait vraiment une évolution. Et puis je le voyais dans l'échange, puisque les élèves aussi amenaient des blagues. Alors là, pour le coup, le fait d'amener des blagues, il y a vraiment parce que la constitution du corpus a été compliquée, parce que effectivement, les blagues souvent reposent sur des stéréotypes, reposent sur des mises à l'écart de catégories sociales. Donc il y a vraiment il faut être garant quand même du contenu des blagues, et on ne peut pas recueillir toutes les blagues des élèves. On ne peut pas leur demander de raconter des blagues comme ça dans la sphère publique de la classe. Les auditeurs qui écoutent de la musique ancienne doivent être très attentifs à ce qu'on appelle les cadences dans la musique ancienne, c'est-à-dire le dernier accord. En fait, ça fait pom, pom, voilà. Et sur le pom, pour avoir fait beaucoup de musique ancienne, il y a quelques secondes d'improvisation, et j'ai beaucoup travaillé avec les Sac-Boutier de Toulouse qui sont des musiciens hilarants, et vous entendez sur des disques extrêmement sérieux, très souvent la danse des canards, une chanson plus ou moins obscène, enfin un curé de Camaret qui ressort comme ceci, et personne ne s'en aperçoit, sauf les musiciens qui doivent garder leur calme avant de saluer sous les ovations du public. Du chat peut-être, Ben, je n'ai pas du tout suivi s'il y avait des questions. Je peux ajouter juste quelque chose aux remarques de Laurent. Oui, je t'en prie. Oui. Sur les compétences aussi des élèves, il y a déjà une compétence psychosociale quelque part dans ce qu'il décrit, c'est-à-dire que lui, il voit les élèves rire, pas rire, etc. Une fois que les élèves ont compris, ils peuvent effectivement trouver la blague pas drôle, et ça peut donner lieu à des débats en fait assez constructifs et à l'acceptation de l'humour des autres,
et deux, de l'opinion, en fait, ou de la compréhension des autres. On a le droit de trouver, on revient un petit peu au dessin de Charlie là-dessus, on a le droit de trouver un dessin pas drôle, on a le droit de trouver un dessin offensant, mais en fait, comment on réagit? Comment l'élève ensuite, face à cette chose qu'il ne trouve pas drôle, peut réagir, et même tout individu, en fait. Quelle réponse on peut apporter à l'humour, et comprendre qu'il y a un cadre légal, un cadre législatif qui nous protège, ou voilà, essayer l'humour ne doit pas être un point de départ pour ni des attaques, mais ni des rancunes, ou en tout cas des réponses disproportionnées aussi. Et ça, je pense qu'en classe, on peut l'attaquer quand ils se vannent entre eux. Ils sont des fois d'une virulence, hein, c'est le problème des blagues. Nous, en tant qu'adultes, on ne peut pas apporter n'importe quel humour en classe, mais eux non plus, en fait. Et ça, il faut qu'ils puissent le comprendre. Oui, tout à Et fait. à un moment, je disais que l'humour est un acte de communication, et ça veut dire qu'il faut vraiment prendre en compte le ou les destinataires potentiels, leurs limites et où ils en sont, pour voir comment on peut aussi les faire avancer dans la compréhension, ou ce qu'on va s'interdire, parce qu'on bloquerait la communication en les heurtant. Oui, tout à fait. Ben, sur le Oui, chat? oui, j'aime beaucoup là, une formule de Jean-Michel Zakartchou dans le chat là, qui dit que l'humour est une introduction formidable à une conception jubilatoire. Et ce mot, voilà, Du langage. du Conception langage, jubilatoire voilà. du langage. Ah, oui, oui. Voilà, c'est ça. Donc cette dimension, voilà, je la trouve très intéressante. Et ensuite, Annen qui pose qui propose une piste sur l'humour en entretien, en fait, parce qu'on parlait justement des partenaires de l'école et puis des interlocuteurs, des enseignants, les élèves, les parents. Donc, quand on est en relation, voilà, dans le cadre d'un bureau, d'un entretien, qu'on n'est pas forcément dans le cadre direct de la classe, est-ce que l'humour a sa place? Est-ce qu'il est réciproque? Est-ce qu'il est partagé? Qui voudrait répondre à cette question? Qu'est-ce qu'on fait avec les parents? Ah, là, Avec Dominique. les parents, moi, il me semble que c'est difficile de construire une relation humoristique avec les parents, parce que précisément, on n'a pas une connaissance suffisante de la façon dont ils vont percevoir notre humour. Oui. Et en termes de communication, c'est pas là qu'ils nous attendent, en fait. On sort de l'endroit où on est attendu, et dans le même temps, on ne sait pas comment ça va pouvoir être reçu, à moins de bien connaître tel ou tel parent. Ça arrive. Dans ce cas-là, Oui, c'est autre chose. j'imagine que comme moi, tu as eu beaucoup d'élèves qui étaient de parents d'élèves qui étaient d'anciens élèves, moi, et effectivement, là, la relation est complètement J'ai souvent différente. changé. Comment? J'ai souvent changé d'établissement. Ah, tu n'as Non. pas eu cette chance de connaître ça. Moi, j'ai adoré ça, pouvoir parler avec des parents d'élèves qui étaient d'anciens élèves que je tutoyais, qui me vous voyaient même à 40 ans, 50 ans. Enfin, ça reste très, très, très drôle comme relation. Et c'est là la construction de l'humour, parce que il y a aussi un vécu commun qui permet d'utiliser l'humour, quoi. Et justement, Dominique, continuons là-dessus. Est-ce que ce n'est pas porter atteinte à l'autorité du maître que de vouloir employer l'humour dans sa classe? Moi, je ne crois vraiment pas, mais c'est vraiment la façon dont on se positionne soi-même, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit confiant quelque part dans notre propre capacité éducative, qu'on ait une conscience réelle de nos objectifs. Et à partir de ce moment-là, on a le choix des routes pour atteindre ces objectifs-là. Et on ne détruit rien du tout. Par ailleurs, je fais un peu le lien avec
un des ouvrages de Serge Boimard qui s'appelle La peur d'enseigner et qui montre il y a deux travers dans lesquels peuvent tomber un enseignant qui a peur d'enseigner. Ça va être l'utilisation de l'humour railleur. On le voit aussi dans les exemples que choisit Marie Beretti dans son article, par peur de ne pas avoir une maîtrise suffisante. Une enseignante débutante utilise un humour railleur. Tu veux dire un humour qui a tendance à abaisser l'autre. Qui abaisse l'autre, qui agresse finalement, qui fait perdre la face à l'autre pour pouvoir réaffirmer sa propre face. Mais un autre travers de la peur d'enseigner, c'est construire une relation, se conduire en clown permanent, qui fait qu'à la fin, l'élève ne sait plus perd les limites, perd le cadre aussi. Et à l'inverse, on va avoir d'autres enseignants qui vont, avec les mêmes peurs finalement, s'abriter derrière des attitudes complètement rigides, ériger l'autorité en totem absolu, mais avec une représentation de l'autorité qui n'est pas l'incarnation finalement de savoir, qui n'est pas l'incarnation d'un rôle d'adulte bienveillant, mais celui d'un espèce de Dieu de l'Ancien Testament, grognon, ronchon et terrifiant, quoi. Disons un caporal, quoi. Parce que Dieu de l'Ancien Testament... Oui, non, mais évidemment. L'un n'est que l'image dégradée de l'autre. Oui, tout à fait. Alors, si je peux rajouter un petit quelque chose, pour revenir, alors pour moi, que ce soit avec la relation avec nos élèves ou avec leurs parents, il est vrai que c'est toujours compliqué de s'aventurer sur le domaine de l'humour parce qu'on ne les connaît pas. Néanmoins, on a quand même, à travers les échanges, enfin, les familles qu'on peut recevoir et qui seraient en difficulté, dont les enfants seraient en difficulté avec la culture scolaire, il me semble que dédramatiser le propos avec une attitude où on se permet effectivement une petite boutade, un petit rire partagé, peut remettre de l'humain dans ces relations, là où il peut y avoir une représentation d'autorité forte avec ces familles et qui empêche ce lien et qui ne se fait pas avec l'école et qui est tout à fait nécessaire. Hein. Si les familles ne sont pas engagées dans cette école, on a bien du mal à récupérer leurs enfants dans les apprentissages en tout cas. Et donc, il y a quand même des enseignants qui se permettent ça. Et bon, alors évidemment, notamment en maternelle, mais on a un article de Jeanne-Claude Maury qui, elle, utilise une marionnette pour être le lien porteur de cet humour, que ce soit pour dédramatiser une situation. Elle parle d'un élève qui a besoin de mettre des lunettes et c'est dramatique pour lui, voilà. Et elle va dédramatiser comme ça, ou bien quand elle a des familles tout à fait bloquées, voilà, elle utilise cet artefact pour débloquer la situation. Donc, je pense qu'on peut se le permettre parfois, peut-être avec un outil, mais que ça remet des relations humaines dans tout ça. Oui, Jeanne-Claude est membre des du CRAP Cahier Pédagogique et travaille en maternelle. Et alors, l'utilisation de la marionnette est extraordinaire parce que ça crée, là je vais être winnicottien, un auteur Winnicott que je vous encourage vraiment à lire, ça crée un espace en fait, un espace où on peut jouer entre les deux personnes et c'est la marionnette qui va se mettre à parler pour dire des choses que finalement, qui ne seraient peut-être pas admissibles si c'était la personne elle-même, celle qui tient la marionnette qui le disait, mais il y a cet espace où on peut jouer et la réponse se fera aussi par la marionnette et c'est extrêmement intéressant à faire, à utiliser cela. L'humour ne fait pas automatiquement rire. Par exemple, Humour et mathématiques, un article de Serge Petit. Vous connaissez tous la blague trouver X et l'élève sur le dessin où il y a marqué X répond il est là. Mais il y a aussi une autre, exponentielle et logarithme sont sur un bateau. Tout à coup, le capitaine s'écrie on dérive. Je m'en moque, lui répond l'exponentielle. Voilà, il n'y a pas d'éclat de rire.
Et bon, moi, ça ne m'a pas beaucoup fait rire les mathématiques, alors que certains trouvent ça poétique, quoi. Je rêverais de pouvoir lire les mathématiques de façon poétique. Donc, on rit aux dépens, on rit d'eux, on rit avec. Il y a quand même une demande éthique dans l'utilisation du rire. Qu'est-ce qu'on fait, Laurent, quand un élève te dit elle est nulle ta blague? Alors, vraiment, c'est l'humour, on le reçoit avec ce qu'on est, et c'est encore une fois, oui, on peut ne pas aimer la blague. J'ai l'habitude de raconter beaucoup de blagues à mes collègues, et souvent mes collègues ne rigolent pas à mes blagues. Mais moi, ce qui me plaît, c'est lorsque les gens en face de moi comprennent la blague. Et c'est pareil avec les élèves. Le petit, ouais, celle-là, elle est excellente, je trouve, de Charb. Je pense que l'idée, c'est pas forcément de rire systématiquement. L'idée, c'est de la comprendre quand on est à l'école. Après, quand on est dans une sphère plus privée, je pense que je ne sais plus qui l'a dit, je ne sais plus si c'est Elena, Aurélie ou Dominique, il est important de connaître la personne à qui on raconte la blague. Et on peut se permettre, dans une sphère privée, de raconter des blagues racistes, homophobes à quelqu'un qui est en capacité de la comprendre, de la recevoir, mais ça se fait uniquement dans la sphère privée. En classe, à l'école, il me semble qu'il y a une éthique de la blague, justement, qui est totalement différente. Mais justement, quand est-ce qu'on va pouvoir raconter une blague homophobe? On va pouvoir la raconter quand on est en présence de quelqu'un qui est homosexuel, par exemple, ou une blague raciste à côté, en face de quelqu'un qui est une personne de couleur, par exemple. Et Ou si on a la bonne couleur aussi pour la raconter, oui, quoi. Enfin, complètement. voilà. Mais en tout cas, les seules blagues sur lesquelles on peut se permettre de faire preuve de stéréotypes, c'est les blagues sur les enseignants. Je pense qu'à l'école, celle que tu as passée, par exemple, elle est intéressante. Et je pense que la limite, elle est là avec les élèves. Elle est de pas créer de pas renforcer les stéréotypes et de pas humilier les personnes. Ce qui n'est pas le cas dans la sphère privée. Vous savez d'ailleurs, en parenthèse, comment on fait pour faire de l'argent avec un enseignant? Non, je ne sais pas, Jean-Charles, non, c'est Non, pas. non, Non, un enseignant, on achète le prix qu'il vaut et on le revend au prix auquel il s'estime. Donc, oui. on fait pas mal de bénéfices. Oui, oui. Dominique. Moi, je suis à la retraite maintenant, hein, donc ça va. Dominique qui est aussi retraité. Ce que dit Laurent me semble important quand il dit les seules blagues stéréotypées qu'on peut faire, c'est celles sur l'école, sur les enseignants. Et je pense que c'est logique parce que l'humour, ça commence par être capable de se mettre à distance soi-même, d'exercer son esprit critique d'abord vis-à-vis de soi-même. Et quand notre interlocuteur sait qu'on est capable de cette mise à distance de nous-mêmes, de cette autodérision, il peut accepter de faire parfois aussi un peu les frais de notre humour, à condition qu'on soit relativement gentil quand même, mais parce qu'il sait qu'on est capable de s'en distribuer aussi à soi-même. Et oui. À ce moment, ça introduit une forme d'égalité quelque part. Mais surtout, l'humour se fait dans des sphères d'appartenance, quoi. La sphère d'appartenance, enfin, corrigez-moi, hein, vous avez beaucoup plus travaillé le sujet théoriquement que moi. L'élève n'est pas on est dans deux sphères d'appartenance différentes avec les élèves qui se chevauchent à un certain endroit. Et l'humour doit être à l'endroit du chevauchement entre ces deux sphères d'appartenance et faire extrêmement attention que ce ne soit pas le mauvais endroit qui intervienne. Qui veut réagir ou réagir? Pour que cette rencontre se fasse, j'ai un commentaire de Luc Taral là, qui a écrit un article dans le dossier justement, et qui dit qu'il faut aussi du temps, que ça soit une construction, voilà, que l'humour pour qu'il trouve sa place, il faut également, notamment avec les parents ou avec les élèves, il faut qu'il y ait suffisamment de temps et donc de cohabitation finalement pour qu'une certaine intimité se crée entre tous les partenaires. Oui, c'est-à-dire la création d'un espace commun. Voilà, je pense. Elena.
Nous t'avons Oui, coupé la pour parole. rebondir Pardon. à ce que disait, aucun souci. Ce que disait Laurent Ben et puis toi, Jean-Charles, sur les sphères d'appartenance, effectivement, c'est que Laurent a pris l'exemple de la blague raciste ou homophobe, mais finalement, ça véhicule aussi l'idée que le racisme peut être drôle ou l'homophobie, etc. Et il ne faut pas oublier quand même qu'on transmet des valeurs morales. Ou des choses, après il y a des choses qui peuvent être punies par la loi. Alors l'opinion n'est pas punie par la loi, on peut être raciste malheureusement, mais après inciter à la haine raciale, c'est autre chose. Et en fait, même quand Laurent disait on peut raconter une blague homophobe à un homosexuel, j'ai presque envie de dire oui et non en fait. C'est-à-dire que ça dépend du degré d'intimité avec cette personne, si la blague est offensante, et finalement jusqu'à quelle intimité on partage en fait aussi avec cette personne. J'ai presque envie de dire que pour faire des blagues racistes, il faudrait presque l'être un peu soi-même. Donc, qu'est-ce que notre humour donne à voir? Je vais nuancer, Elena, je ne me suis peut-être pas l'exprimer, mais il est évident qu'il faut qu'il y ait une proximité quand on raconte une blague. On ne peut pas raconter une blague s'il n'y a pas une proximité, s'il n'y a pas... moi, je ne raconte pas des blagues à tout le monde. Il y a des gens à qui même je n'en raconte pas du tout. Et on les raconte aux personnes qui savent les recevoir. Et voilà. Et une blague qui blesse, c'est une blague qui est totalement ratée. C'est totalement raté. C'est inacceptable de blesser quelqu'un, tout simplement, d'humilier quelqu'un. Donc, je nuance ce que j'ai dit. Je ne dis pas qu'on peut raconter une blague homophobe à tous les homosexuels, mais à un homosexuel qui est proche de soi et qui est capable de l'entendre, oui, il me semble. Une blague misogyne à une femme ou à un homme, inversement, qui sont capables de l'entendre. De plus en plus dur, les blagues misogynes. Oui, mais voilà, ou les blagues misogynes, mais il faut que la personne puisse l'entendre et beaucoup de recul, ne soit pas à fleur de peau sur cette situation. Et parce que finalement, les blagues qu'on fait, et c'est la difficulté, c'est ce que disait Dominique tout à l'heure, quand on le fait dans le cadre professionnel, c'est-à-dire que les blagues donnent à voir de nous, humainement, enseignants aussi, hein, et l'humour qu'on fait permet aux élèves, quelque part, d'accéder à notre intimité, notre culture ou notre façon de voir le monde. Donc, l'humour, ça peut être une espèce de proximité qui peut être un peu, je dirais pas dangereuse, mais en tout cas, il faut vraiment la baliser, je pense, cette proximité. Le temps passe à toute vitesse, je suis désolé. Il nous reste un petit quart d'heure. Des réactions sur le chat, peut-être, Ben, encore ou non, pas plus que ça. Luc qui intervient souvent, voilà, qui commente également. Ce n'est pas un reproche. Hein. Il est toujours là, celui-là. Hein. C'est même très bien. Non, donc il dit tout simplement permettre à chaque élève, comme enseignant, de concevoir son approche, de pouvoir faire appel au mode d'expression avec lequel il est le plus à l'aise. Voilà, ça peut être, il lui semble, une façon de gagner en confiance et voire même en compétence. Oui. Donc, continuons sur... moi, j'ai adoré, dans ma très longue carrière, 42 ans quand même, hein, c'était bien. En tant que professeur de musique, j'ai adoré que les élèves se moquent de moi. Ils le faisaient toujours gentiment. Par exemple, quand je me trompais dans l'accompagnement. Souvent, d'ailleurs, ils disaient « Oh, monsieur, on s'est trompé ». Et je leur disais « Vous êtes sûr ?» Et évidemment, l'erreur ne pouvait pas venir de moi. Je m'étais trompé. Enfin, j'avais loupé un refrain ou je ne sais pas quoi. Et les élèves commençaient par dire « Non, c'est moi qui me suis trompé. C'est nous qui nous sommes trompés. » Je leur faisais comprendre que c'était moi qui m'étais trompé. Ils pouvaient en rigoler. Il n'empêche que c'était le signe qu'ils avaient développé une compétence de « J'entends que l'accompagnement du chant est faux. » Mais qu'est-ce qu'on fait, Aurélie, de l'humour des élèves alors parce que là aussi, il peut être dangereux, il peut être agressif. Il y a des élèves qui se moquent. Enfin, le chahut, finalement, est un humour centré sur les élèves aux dépens de l'enseignant. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a une très bonne illustration dans le dossier du rire avec et de rire de, où il y a une élève qui dit au proviseur, mais on riait tous ensemble, la classe du professeur, mais en fait… Mais tous ensemble, oui. Tous ensemble, voilà. Donc, alors oui, bien sûr, cet humour d'élève. Alors,
je pense que les situations peuvent être différentes. Cet humour d'élève, si on se sent agressé, moi, je partirais plutôt du principe, et puis je pense que beaucoup d'auteurs là, de ce dossier partent du même principe, il faut accueillir l'humour de l'élève. Hein, il ne faut pas de censure. Cet humour, il relève de la créativité, d'une envie d'exprimer une opinion, voire même on dit que l'humour, c'est l'intelligence qui s'amuse. Donc, ce sont des élèves souvent pertinents qui peuvent tourner les choses d'une certaine façon. Et on peut, évidemment, suivant sa personnalité, le prendre comme un défi, quoi, ou voilà, donc, à mon avis, il faut l'accueillir, cet humour d'élève. S'il est bienveillant, je pense que c'est une main tendue vers une discussion d'humain à humain qui est en train de se mettre en place. Donc, nous faisons un métier humain, il ne faut pas l'oublier. Donc, même si on sort un tout petit peu de la discipline et que l'élève vient présenter une blague, je pense qu'il faut quand même s'en saisir. Il y a un message fort derrière de communication. D'humain veillant. Voilà. D'humain veillant, voilà, c'est ça. Et après, si c'est un humour qu'on sent collectif, centré contre soi, je pense qu'il est tout à fait nécessaire de s'en saisir aussi et de débuter un débat philo ou une discussion sur le pouvoir de l'humour, l'outil de les règles collectives, et que l'humour, oui, mais pas au détriment de quelqu'un. Je pense que ça doit être explicite, voilà, et que l'humour peut permettre aussi de réexpliciter les règles du vivre ensemble. Ça peut être une des occasions. Dominique, un rebond, peut-être? J'apprécie ce que Aude vient de mettre sur le chat. Quand les élèves usent de l'humour, selon moi, c'est gagné. Cela signifie qu'un climat de confiance s'est installé. Et j'allais dire aussi un climat de conscience, d'ailleurs. Oui, parce que c'est une vraie prise de risque, en fait, parce que l'élève risque de déborder à son tour de son rôle, enfin de son statut d'élève, et faire une blague à un prof, c'est pas simple quand même. Et en même temps, enfin, je sais que beaucoup de mes élèves ont exercé leur humour, je dirais, à mon propos. Par exemple, j'ai eu des dessins, j'avais une 505 familiale break, vous voyez, celle qui a 3 rangs, qui est très longue. Et puis, je ne suis pas grande, alors j'ai eu droit à des dessins où on me représentait avec le volant qui arrivait là, plein de choses comme ça. Mais dans le fond, ça a toujours été extrêmement gentil. Oui. Parce que c'était ça rejoignait le fait que les élèves aimaient, quand ils rencontraient mes enfants, y compris quand ils arrivaient à être les copains de mes enfants, alors là, c'était le top du top. C'est quelque part de l'ordre de la relation humaine. Comme le disait Aurélie, il ne faut pas qu'on oublie qu'on fait un métier d'humain. On n'est pas des puits de science où on viendrait tirer le seau comme ça. Non, c'est vraiment de la communication. C'est dépasser la forme pour saisir le fond. Et c'est vrai que c'est aussi le problème avec les vignettes humoristiques, c'est que si on s'arrête à la forme sans essayer de comprendre le message au fond, eh bien, on peut avoir tous les malentendus qui se mettent autour de ça. Oui. Mais les gens qui s'inscrivent donc à ces webinaires, qui sont ouverts par ailleurs, hein, le lien est sur le site, donc cahier au pluriel-pédagogique au pluriel.com, posent des questions. On a plusieurs questions qui ont été posées sur l'usage de l'humour pour les élèves allophones, pour des élèves qui arrivent qui ne parlent pas le français. Aurélie, peut-être il y a quand même un problème non seulement de gap générationnel dont on a pu déjà un peu parler. On va essayer d'avancer assez vite maintenant, je suis désolé de vous... Mais aussi de gap culturel, quoi. Alors, pour répondre sur le gap générationnel, oui, l'humour dépend tout à fait de l'âge des enfants. Hein, ça, on peut, Laurent peut en témoigner aussi. Il est vrai que l'humour, souvent, on commence par des jeux de mots quand les élèves commencent à maîtriser la langue. Hein, donc, on va beaucoup jouer autour des jeux de mots. On a d'ailleurs un très bon article de Manon Audouin qui a enseigné comme ça autour de PEF, là, du livre de PEF, Les mots tordus.
Et on se rend compte qu'ils ont beaucoup d'appétence pour ça. Et puis après, parce qu'ils enrichissent leur culture du monde dans lequel ils vivent, on va passer sur des choses un peu plus fines, parce que la blague, c'est je t'amène sur un chemin, mon cerveau prévoit une fin, et la blague, c'est que la fin est tout à fait décalée par rapport à ce qu'avait prévu notre cerveau. Et évidemment, il faut que le cerveau puisse prévoir quelque chose, et il faut que le cerveau puisse comprendre le décalage qu'on lui propose ensuite. Donc, il y a forcément une imprégnation culturelle, hein. C'est pour ça qu'on ne comprend pas toutes les blagues. Moi, je ne comprends pas bien les blagues de mathématiciens parce que je n'ai pas encore tout bien dans ma tête de mathématiques. Enfin, je n'ai plus. Mais voilà, il faut cet apport culturel. Donc, il y a un décalage culturel qui entrave un peu toutes les études qu'on peut faire sur les bienfaits de l'humour à l'école, parce qu'avant de faire des études sur l'humour à l'école, il faut savoir quel humour on utilise. Et donc, il y a un sociologue qu'on a mis dans la bibliographie qui s'appelle Avner Ziv, voilà, et qui a fait des vraies études sur les bienfaits de l'humour à l'école. Hein, c'est un des rares livres qu'on a trouvé comme ça, et qui a été obligé de tester son corpus de blagues, comme l'a fait Laurent, pour pouvoir être sûr que cet humour-là était capté par les élèves, pour pouvoir ensuite faire ses études. Est-ce que ça déstresse au moment des évaluations? Est-ce que ça a du bienfait sur les apprentissages, la mémorisation, etc. Et c'est ce côté culturel qui est intéressant avec les élèves de FLE, parce que quand on étudie une langue, on étudie la culture de la langue, et que les vignettes humoristiques et les jeux de mots permettent de rentrer immédiatement dans la culture de la langue. Et donc, on fait un 2 en 1. On fait l'étude de la langue et la culture du pays en même temps. Donc, c'est pour ça que dans les cours de FLE, on utilise beaucoup les images humoristiques, les mèmes aussi, hein, les images qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Mais ça peut nécessiter plus d'explications qu'avec un francophone, parce que il faut construire le cadre de référence, parfois, qui n'est pas là. Il faut le construire parfois en grammaire, parfois en lexique, mais aussi tout simplement parfois en culture. Et c'est un des problèmes aussi du dessin à l'heure de la mondialisation. Un dessin qui est réalisé ici dans une culture, quand il est reçu dans une autre culture, le cadre de référence pour l'interpréter n'est pas là. Et c'est vrai aussi au-delà du dessin de presse, c'est vrai tout simplement de l'image. Quand on travaille sur l'image avec les élèves, on peut s'apercevoir qu'il y a des contresens dans la lecture de l'image. Tout à fait. N'oublions pas tout de même que nous sommes des enseignants et que l'humour, ce n'est pas que mettre une ambiance de classe, que affirmer sa personnalité drôle, etc., mais c'est quand même, on doit mettre l'humour au service d'un apprentissage, des apprentissages, et pas uniquement au service du climat. Ça se fait dans toutes les disciplines, Dominique? Je pense que ça se fait dans toutes les disciplines. Même en maths? Visiblement, même en maths, après, c'est pas parce que là, apparemment, on n'a pas beaucoup de... Non, il faut vraiment dire, pardon. Oui, on n'a rien du tout contre les professeurs de mathématiques. J'ai adoré cette discipline au lycée, voilà, j'ai adoré ça. Mais on a des exemples qui nous sont fournis par des collègues. Alors, on en a un en mathématiques et qui montre comment, à travers ça, on apprend des mathématiques, mais on en a en histoire, en lycée professionnel, on en a en français. Hein, Jean-Michel Zakhartchouk, par exemple, a donné toute une série d'exemples d'exercices en français. C'est vraiment, je pense, dans toutes les disciplines, en EPS, partout. Enfin, on n'a pas d'exemple ici pour l'EPS, mais c'est exactement, c'est pareil, hein, en art, toutes les disciplines. Oui, très difficile en art. Si vous écoutez cette œuvre tellement géniale qui est Don Giovanni, lors de la mort de Don Giovanni, juste avant, il y a un grand repas, donc où le convive de Pierre va venir, le commandeur, et Mozart fait entendre
un air qui est de lui, mais qui a été déjà utilisé avant dans Les Noces de Figaro. Donc, il se cite comme étant un grand auteur et il fait dire à Don Giovanni, ah, ça, c'est de la musique géniale. Et puis, un air de Salieri, d'ailleurs, donc, qui est le musicien qu'on voit dans le film de Milos Forman, et où Don Giovanni dit, c'est marrant, je connais ce truc-là, mais et il ne se souvient pas du titre. Ce qui est un trait d'humour qui devait faire hurler les gens à l'époque et qui ne passe maintenant que si on connaît et la musique de Salieri et ce qui se passe chez Mozart. Mais je pense que toutes les disciplines, effectivement, peuvent avoir utilisé l'humour et faire preuve d'humour. Dans nos dossiers, nous avons des dessins et cette fois-ci, c'est Fabrice R, qui est vraiment un dessinateur très, très drôle, qui dessine pour Le Monde, qui nous a fait ce dessin. Et je vais vous demander à tous les quatre de réagir. Je vais le montrer quelques secondes. Voilà le dessin de Fabrice. Voilà, expliquer l'humour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On va faire dans l'ordre de mon écran. Dominique. Eh ben, en tant que professeur de français, je reconnais au tableau une dérive techniciste dangereuse et une belle prise de distance par rapport à ça. Elena. Là, on est un peu dans la problématique de l'explication des caricatures, hein. Vraiment, c'est-à-dire, c'est ce que disait Dominique, ce qui est drôle ici n'est pas là-bas, et on est, nous, professeurs d'histoire géo, quand même amenés à expliquer, expliciter tout le temps, avec le résultat que ça donne, c'est un peu compliqué finalement l'humour. C'est ce qu'on voit au tableau. Aurélie? Oh ben, alors moi, j'y vois tout à fait ce que j'ai pu écrire et comprendre de tout ce dossier, c'est-à-dire que pour moi, on peut enseigner le mécanisme de l'humour et vraiment faire progresser nos élèves dans la compréhension des vignettes humoristiques et des blagues, parce qu'on leur explique le mécanisme, mais que c'est pas du tout pour ça qu'un jour ils rigoleront, parce qu'il y a quand même un peu le sens de l'humour qui fait partie un peu de la personnalité, même si on en connaît les rouages, quoi. Voilà. Laurent? J'ai rien à rajouter. Aurélie a tout dit là, je trouve. Effectivement, je pense que on en fait un objet d'apprentissage à l'école, mais après on touche à la personne et on est différents les uns des autres et c'est bien cette richesse et on rigole pas tous aux mêmes blagues et c'est bien. J'aime bien ce côté aussi. La manière de saisir l'humour, elle est différente d'une personne à l'autre et c'est riche. Oui, pour ma part, ça me ramène à un exercice qui a été que j'ai souvent fait parce que c'était tellement drôle, qui était la sonorisation de dessins animés, donc d'un très court dessin animé de 30 secondes, qui était une ancienne publicité sur laquelle la marque n'apparaît pas. Et il fallait sonoriser en faisant des bruits d'animaux, avec un très gros travail sur le contexte, sonoriser les bruits de fond, sonoriser les réactions, sonoriser ce qui est derrière la caméra, puisqu'on est censé avoir une caméra, enfin il y a une fiction de caméra dans un dessin animé. Et l'humour qui fonctionnait la plupart du temps n'a pas fonctionné avec une classe parce que une connivence s'est installée sans que je m'en aperçoive entre un élève et moi. Il était extrêmement drôle et sa connivence a fait que, entre deux cours de musique, donc c'est une semaine, hein, c'est 55 minutes et une semaine, entre deux cours de musique, la classe n'a pas cessé de se moquer de lui. Se moquer de lui sur sa production, en fait. Mais derrière cela, il y avait « je me moque, nous nous moquons de toi », évidemment, sur ta production qui était très drôle, certes, mais aussi, là, toi, tu es en connivence avec le prof et pas nous. Et l'exercice s'est arrêté net. Plus personne n'a osé. La classe était devenue une classe menaçante, puisque un excellent élève qui était entré en connivence avec le prof pouvait se faire attaquer par le reste de la classe. Donc le hors-menace n'existait plus et l'exercice ne pouvait plus se faire. Ben, est-ce qu'il y a encore quelques petites remarques? Et puis ensuite, je vais vous poser 2 ou 3 questions rafales aux invités, mais vraiment très rapides. Ben? Non, pas grand-chose. Tout dépend de l'adulte, nous dit Annen, par rapport à cette histoire de est-ce qu'on peut faire de l'humour dans toutes les disciplines. Voilà, elle rappelle, elle précise son point de vue que ça dépend en fait de l'adulte et pas forcément de la discipline.
Oui, Jean-Michel dit qu'on essaie de se moquer de nous-mêmes au cahier pédagogique. C'est un peu vrai, hein, mais on essaie de le faire toujours gentiment. Alors, question en rafale, je ne sais pas qui répondra. Est-ce qu'on doit attendre 6 mois avant de se permettre de faire de l'humour en classe? Bah, moi, je peux répondre. Alors, je dirais non. Commencer par de l'autodérision assez souvent. Mais sachez que chez les enfants de 15 ans, parmi 10 critères importants pour le prof, pour qu'un prof soit un bon prof, les 2 premiers, c'est être juste dans la notation et avoir de l'humour. Donc, je pense que c'est très Ah oui, important ah oui, dans les apprentissages. Voilà. la justesse dans la notation et de Et l'humour. l'avoir de l'humour. Oui, d'accord. Est-ce qu'un prof, alors là c'est une question sur la formation continue, est-ce qu'un prof qui n'a pas d'humour peut apprendre à être drôle? Laurent, je ne sais pas. Ouais, j'ai dans mon entourage des gens, je dirais non. Il y a des gens qui sont. J'ai tendance à dire que le principe d'éducabilité pour les enfants, oui, on peut. Il y a certains adultes, franchement, je suis désolé. Et malheureusement, je vais être un peu sarcastique, mais je trouve que dans l'éducation nationale, il y a pas mal de spécimens qui ne sont pas drôles du tout, hein. Je suis désolé, c'est un point de vue personnel, mais ouais, non, je répondrais non. Par Oui. contre, on peut s'obliger à prendre des supports pédagogiques, toujours tournés plutôt vers l'humour plutôt que extrêmement sérieux, si on ne se sent pas l'âme d'un rigolo franchouillard, mais au moins ça amène un peu ce côté humoristique dans les apprentissages en engendrant l'appétence pour les apprentissages. Oui, c'est-à-dire que la formation continue ne sera pas une formation à je deviens drôle, mais une formation à j'utilise l'humour en classe, quoi. C'est ça. Voilà. J'ai souvenir d'une formation continue l'an passé où, sur l'égalité filles-garçons, où j'ai accompagné une équipe et j'ai passé un extrait de OSS 117. Je ne sais pas si vous voyez, où, au moment où il rencontre l'agent secret féminine qui prend comme sa secrétaire. Et c'était bien sûr pour me moquer. Et j'ai vu un collègue qui comprenait, mais pas du tout, du tout, du tout. Je me dis que voilà, c'est super d'utiliser l'humour, mais ça s'accompagne. Je pense qu'avec les adultes, ça s'accompagne beaucoup parce qu'on fait flop sinon. Une dernière question complètement ouverte. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé qu'on vous pose et qui n'a pas été posée? Peut-être qu'on aurait pu travailler un peu plus sa formation continue, effectivement. On a gardé une certaine. Alors, je réponds pour vous, hein, mais interrompez-moi. On a gardé une certaine légèreté, alors que l'humour a donné lieu à des tragédies, enfin, y compris touchant l'éducation nationale. Il faut parler de Samuel Paty. Peut-être, Elena, quelques mots là-dessus. Je ne sais pas si tu veux intervenir. Sur le cas de Samuel Paty? Sur Sur l'humour l'usage des... qui a tellement été tragique après, quoi. Oui, mais c'est compliqué parce que c'est un collègue qui a utilisé... Alors attention, hein, il ne faisait pas un cours sur l'humour, hein, Samuel Oui, Paty. tout Hein, à fait, oui, oui. et vraiment, c'était quelqu'un de très engagé, ses cours étaient très préparés, c'était un très bon enseignant. Et en fait, il a utilisé vraiment l'humour. Alors, il n'a pas utilisé l'humour, pardon. Il a utilisé un dessin, une caricature, pour illustrer, en fait, comme point de réflexion sur la liberté d'expression, en fait. Hein. Mmh. Et après, le débat a pu dévier sur l'usage de la caricature en classe, en fait. Et lui, il s'est trouvé piégé. Tout à l'heure, vous parliez de est-ce qu'il faut attendre 6 mois, cette intimité, cette relation, etc. Et finalement, ce cours qu'il avait l'habitude de faire cette année-là, c'est très mal passé. Donc, ça répond aussi à toutes les questions un petit peu qu'on a eues pendant cet échange. Avec qui on peut partager ça? Ça dépend des groupes, ça dépend des classes, le cadre, le fait de se sentir formé. On voit que Laurent forme à l'humour, il enseigne à ses élèves, il est hyper armé sur tous les niveaux. Voilà, c'est quelque chose qui reste à la fois très intime de la personnalité, mais aussi qui demande beaucoup de réactions. Toi, quand tes élèves se sont moqués de ton élève à toi, tu as réagi tout de suite, en fait. Donc, Oui, c'est quelque chose à la fois de léger, mais qui doit rester effectivement très, très cadré, très encadré aussi, je pense. oui, tout à fait. Tout à fait. Et voilà, l'humour s'utilise avec précaution parce que même en connaissant les groupes qu'on a devant nous, on peut tomber à côté sans s'en apercevoir, quoi, sans le faire exprès et provoquer des choses, des blessures chez les gens.
Dans je ne réponds pas au cas Samuel Paty, hein, je parle Bien en sûr, règle bien générale. sûr. On ne parle pas de la même chose, j'en ai bien conscience. Dominique, pour finir, après. dans la cytographie qui figure sur enfin, dans la bibliographie cytographie qui figure sur le site, personnellement, je recommande les documents sur le dessinateur de presse Chapat qui sont dans cette cytographie, qui justement traite très bien, me semble-t-il, de toutes les problématiques d'incompréhension qu'il peut y avoir, de décalage entre le signifiant et le signifié, les problématiques de la réception, etc. Je pense qu'il y a une vraie réflexion chez lui et il y a des analyses de dessin, etc. C'est très intéressant. Oui, Enfin, j'ai trouvé ça très Ben a intéressant. tout de suite mis le lien dans le chat. Il est temps maintenant de clore ce webinaire. Je vous remercie d'abord Aurélie, Dominique, Elena, Laurent. Je vous remercie de votre présence. C'est une charge de travail supplémentaire quand on écrit dans les cahiers ou encore pire, enfin si je peux dire pire, mais coordonner un dossier, c'est extraordinaire à faire, mais c'est une grosse charge de travail. Donc, merci de votre présence et d'avoir pris ce temps pour nous parler de ce dossier numéro 582 des cahiers pédagogiques. Je vous rappelle donc qu'il existe, comme tu viens de le dire, Dominique, une bibliographie et une cytographie commentée qui comprend des références, des sites, des albums qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à liker nos vidéos, celle-ci sera en ligne rapidement, je pense demain. Enfin, dans une période fort compliquée pour les structures associatives comme les nôtres et d'autres évidemment, nous vous rappelons que nos webinaires sont libres et gratuits, mais que vous pouvez nous soutenir en adhérant, en vous abonnant, en faisant adhérer vos établissements. Et vous pouvez aussi faire des dons ponctuels en vous connectant à notre site cahier au pluriel-pédagogique au pluriel.com. Les cahiers pédagogiques, c'est une revue associative. Elle paraît par le travail conséquent de nombreuses personnes salariées ou militantes. L'un n'empêchera pas l'autre. Votre soutien est fondamental. Faites-nous connaître, adhérez, faites adhérer vos établissements, militez, rejoignez-nous. Le prochain webinaire aura lieu le 14 février prochain et aura pour sujet le dossier numéro 583 et qui concernera l'école maternelle. Surveillez notre site pour avoir des informations. Bonne soirée à vous. À bientôt.